D'être présent ici avec nous pour parler de cette problématique qui m'est chère, et étant donné la situation sanitaire, on va dire, et politique mondiale. Vous savez très bien que le logement est le levier de l'économie. À ce moment-là, j'ai choisi à ce titre le logement, une arme de construction massive. C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous loger, mais nous avons besoin de nous loger différemment. C'est-à-dire que je pars à partir d'un constat qui a été fait non pas par moi-même, mais par énormément de collègues et d'experts, urbanistes, sociologues, qui se sont eux-mêmes penchés sur la question du logement post-Covid. Avant de commencer cette petite réunion, j'aime pas le mot conférence parce qu'il donne une connotation officielle à notre rencontre, mais je préfère dire que nous sommes plutôt sur un atelier et on est en train d'échanger entre architectes, entre collègues, sur un sujet qui nous est tous cher et qui nous passionne. Alors, vous, en tant qu'étudiant, bien sûr, en Master 2, j'ai cru comprendre que vous êtes donc spécialiste, que vous allez avoir des spécialités sur l'habitat, donc vous travaillez dessus. Moi, en tant qu'architecte, qui m'intéresse à ce qui a été déjà construit en post-indépendance, donc depuis 62 à 2019, et puis cette station cruciale de 2019, lors de l'apparition du Covid, de l'épidémie mondiale, et qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion 2 ans après. Donc, dans ce qui va suivre, je vais essayer de vous montrer, bien sûr, les photos que vous allez voir sur la présentation sont des photos de projets de notre propre agence. Donc, au fil du temps, la manière dont nous avons réfléchi les bâtiments les années après les autres. Et puis vient la dernière réflexion où nous travaillons actuellement sur des projets et nous souhaiterions donc intégrer la notion pandémie, Covid-19 au niveau d'un logement. Donc, il est clair que les études n'ont pas encore démontré de conclusion, donc nous ne sommes pas encore sûrs de ce qui est le Covid, de ce qui est le devenir de ce virus-là. Donc il y a 2 écoles et les 2 écoles se défendent. Il y en a la première école qui défend le fait que c'est une épidémie qui ne durera pas dans le temps, que l'homme finira et que la science finira par vaincre. Et il y a la deuxième école qui, elle, comme moi, prétend que c'est une épidémie qui est irréversible et qui est cyclique. Donc que nous aurons à la gérer tout au plus tous les 10 ans. Ça veut dire que vous, encore en tant que jeune génération d'architectes, dans les 10 années à venir, vous aurez probablement à gérer la même pandémie, ou là, les dépendances de cette pandémie, ou là, De toute façon, une chose est claire, c'est que le monde a déjà commencé à changer. À partir de ce moment-là, il ne faudrait quand même pas qu'on soit les derniers de la classe, comme nous avons l'habitude d'être à la traîne, ou là de copier, ou là de subir les modèles extérieurs. Donc il est temps que nous réfléchissions ensemble sur un modèle plus ou moins algérien, local, et un peu plus élargi sur le plan régional, méditerranéen. Parce que les solutions qui viennent de l'Europe de l'Est, ou là de l'Europe du Nord, ou là de l'Amérique du Nord, ne sont probablement pas les meilleures solutions, ou là les solutions adaptées à notre environnement. Très bien. Bien sûr, avant de lancer le concours, l'idée, il y a un historique, il y a un début. Donc la date cruciale que vous voyez, c'est clair? Les images sont claires? Donc vous êtes sur l'idée du lancement du concours m'est venue lorsque je m'ennuyais chez moi à ne rien foutre, comme tout le monde, à rester confiné toute la journée, parce qu'effectivement on est passé par des situations de crise telles que la promiscuité du logement a démontré les faiblesses sociales et les liens sociaux qui se sont totalement réfractés à cause de la taille du logement, l'inadaptation des programmes de logement, l'inexistence des foyers pour jeunes, ou là les foyers pour enfants, donc pour se divertir, pour se rencontrer. Donc effectivement, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir et à me dire que forcément, il faut comprendre, il faut se mettre à ma place à l'époque, c'est-à-dire on ferme les agences,
Officiellement, nous n'avons pas le droit de travailler pendant 2 mois, je pense, ou 3 mois. Donc, on était dans une espèce de choc. Tout le monde se regardait. C'est comme si que quelqu'un nous a frappé avec un gant de boxe et que nous sommes KO et on essaye de réaliser ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une épidémie dangereuse? Est-ce que c'est l'extinction de l'humanité? Est-ce que pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de réfléchir parce que j'avais beaucoup de temps libre finalement. C'est la seule chose positive de cette épidémie, c'est que nous avons enfin retrouvé le temps de nous asseoir et de réfléchir sérieusement sur les problèmes qui nous entourent, pour une fois, non pas dans l'urgence. En tout cas, donc je décide de m'investir et de lancer le concours d'idées internationales. Donc j'ai créé avec, quand je dis j'ai, donc c'est toute l'agence, hein, donc je parle justement singulier pour simplifier la parole, mais c'est un travail de 10 personnes derrière et d'un membre du jury, et ainsi de suite. À la fin de la présentation, pardon, je vous donnerai les références nécessaires. De toute façon, si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez aller sur la plateforme dédiée sur mon site, lotfizeroual.com, Lotfi, Lotfi, zeroual.com, lotfizeroual.com. Trouvez le site internet, vous allez trouver la rubrique qui parle du concours, donc vous allez avoir le maximum d'informations. Et nous avons une plateforme de questions-réponses en ligne, sur lesquels, donc, quand on récolte les informations, les questions, pardon, donc on prend le temps de répondre et de donner les réponses. Alors, donc je décide de créer cette station, de lancer un concours d'idées à l'échelle internationale. On crée une plateforme dédiée au concours. On fait un appel à candidature. Nous recevons les candidatures. Je suis en train de simplifier le parcours, hein. Ça a duré 2 ans, hein, pour qu'on se mette bien d'accord, hein. L'aventure et la cérémonie de remise aux lauréats a été organisée du 3 au 5 juillet 2021. Et le début du lancement, c'était en 2020. Donc ça nous a pris pratiquement 1 année et quelques pour finir le concours. Donc, on reçoit sur la plateforme donc les candidatures. Donc, le concours était ouvert aux étudiants, aux professionnels, aux urbanistes, aux sociologues, aux médecins. Donc, nous avons récolté un peu plus de 4000 inscriptions sur le site. Et là, je me suis rendu compte de la tâche qui m'était... je pensais que ça n'allait pas prendre autant d'envergure et que je pouvais gérer ça à mon niveau, c'est-à-dire au niveau de l'agence. Tout de suite, je me suis retrouvé noyé dans des problèmes de gestion de concours, avec des questions, des réponses en ligne. Le concours était ouvert en 3 langues, donc arabe, français, anglais. Donc il fallait traduire certaines interventions de certains candidats que nous n'avions pas très bien saisis. Des fois, c'était mal écrit, des fois. Enfin, je vous passe les détails. En tout cas, l'organisation du concours nous a coûté 1 année et quelques, une mobilisation d'une dizaine de personnes et quelque chose comme 700-800 000 dinars, 80 millions de centimes et 1200 euros pour finir de boucler le concours. Tout ça, c'est des efforts individuels avec des amis, c'est-à-dire des membres de ma famille qui m'ont soutenu et aidé parce que j'ai failli laisser tomber, c'était trop lourd comme responsabilité. En tout cas, on arrive à la fin avec 15 candidatures, parce qu'il y a un cahier de charge à respecter. Sur les 45 candidatures, sur les 45 candidatures, on en a 15 qui sont donc aptes et valables selon les critères du concours international à être notés et jugés. On organise un concours, un jury international. Les travaux de jury ont duré 6 mois, non pas en présentiel mais en télétravail, donc on ne pouvait pas, donc il était interdit à l'époque de se réunir, donc il fallait donc gérer la situation par distance. Et enfin, le mois de juillet, donc du 3, le 4 et le 5, nous avons organisé 3 jours d'études à Alger sur le thème, et le 5 juillet, c'était là le jour de cérémonie. On a choisi ce jour purement
parce que c'était un jour férié, c'était une date symbolique certes, mais c'est aussi un jour férié qui nous a permis de regrouper les gens et de pouvoir donner le lauréat. Donc les prix ont été distribués aux lauréats, nous avons donc envoyé les chèques aux propriétaires, les candidats intéressés qui pouvaient venir donc ont intervenu lors des 2 journées, ceux qui ne pouvaient pas venir ont intervenu par vidéoconférence. Mais tout cela, je parle sous le contrôle de chef département, qu'en février, je pense, nous allons organiser 2 jours ici à Béjaïa pour parler exclusivement de ce concours. À ce moment-là, donc, je ramènerai toute l'équipe qui a 4 ou 5 personnes qui m'ont membres du jury, les modérateurs, les initiateurs, ceux qui ont soutenu cette idée, qui ont travaillé et qui travaillent à ce jour. En finalité, il n'est pas encore trop tard, et j'invite l'université de Béjaïa, par le biais des enseignants, des responsables et de vous, étudiants, à participer vivement, à collaborer pour l'élaboration de ce que j'ai appelé un livre blanc, puisque, in fine, l'organisation du concours, c'est une chose bien, mais les conclusions, c'est mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais tirer, moi, de ce concours? Il faut que je tire quelque chose, et qu'est-ce que je vais laisser aux générations futures? Donc, effectivement, nous avons décidé donc d'élaborer, d'écrire un livre blanc. Un livre blanc, c'est une sorte de guide pratique pour les autorités, que nous allons déposer le 5 juillet 2022 au niveau du ministère de l'Habitat, au niveau des autorités. Il y aura un guide pratique pour gérer effectivement d'une manière spatiale les épidémies, surtout celles liées au Covid-19. Donc, comment organiser un espace public, comment dessiner un logement, quelles sont les recommandations par commune, comment faire en cas de problème. Et ça rentre dans les risques majeurs, effectivement, je l'ai signalé. Donc, mois de février, Inch'Allah, on se reverra pour cette. Donc, gardez en tête que c'est un concours qui a été lancé, qu'il a apporté ses fruits et que nous sommes actuellement en cours de rédaction. Donc nous avons l'université d'Oran qui participe avec ses étudiants et ses professeurs. Pardon. L'université de Sétif, Blida, Biskra, Béjaïa. Donc vous voyez les stations qui défilent et bientôt Annaba. Et bien sûr, j'ai toujours eu des surprises parce que je suis contacté de part et d'autre par des journalistes, et là, je vois que le sujet finalement intéresse. Il suffit d'avoir l'esprit d'initiative, ne pas rester en inertie. Il faut être réactif. Dans un pays d'inertie, il faut être réactif. Il faut que vous preniez le temps de réfléchir. Il faut que vous donniez vous-même vous donniez les moyens d'aller vers l'avant. C'est-à-dire que j'aimerais que nos étudiants, j'aimerais aussi que nos futurs architectes, parce que vous êtes de futurs architectes, j'aimerais que vous ayez cet esprit collaboratif, j'aimerais que vous ayez l'esprit très ouvert, open in mind, pour aller travailler au-delà des frontières de votre tête, de votre région, de votre pays. C'est comme ça que les gens sont arrivés au sommet. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de jamais c'est-à-dire de jamais partir perdant. Nous avons tous le même esprit et nous pouvons donc arriver à terme à réaliser des choses et des aventures. Je vais clôturer par cette phrase que j'ai dite à Samy tout à l'heure. Lorsque j'ai décidé de lancer ce concours, et il n'y avait pratiquement aucune initiative, parce que bien vu, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver qui a fait quoi dans le domaine, mais le jour du lancement de ce concours, j'avais trouvé sur Internet 2 articles. Un écrit par un architecte marocain et un autre écrit par un architecte ou une architecte, je pense, une femme française. Il y avait uniquement 2 articles à l'époque. C'est tout ce qu'on pouvait trouver. Allez-y voir maintenant la quantité d'articles qui parlent de la Covid. Très bien. Donc, vous avez un résumé du concours. Je vais vous mettre un peu l'eau à la bouche en disant que c'est les projets lauréats. Donc, j'ai choisi uniquement les 3 projets qui sont en relation avec le logement. Donc, vous avez ce premier projet, Ada Ferroza et Haushin Imen. Alors, c'est une mère et sa fille. Donc, on a eu la surprise de voir une maman avec sa fille, qui sont toutes les 2 architectes et qui ont proposé un projet, qui ont été donc lauréats. Donc le jury a classé, donc le jury était au nombre de 9 ou 10 personnes,
spécialistes, paysagistes, sociologues, designers, architectes, urbanistes. Donc on est passé par un vote tout simplement. Donc chacun a donné son avis sur les projets et a classé. Donc selon les critères du cahier de charge, on a uniquement les classements et ceux qui ont eu le plus de notes donc ont été classés, comme on fait tous. Donc forcément, c'est un projet d'habitat mixte qui a énormément séduit le jury. On peut y revenir après. En tout cas, la maman et sa fille, les deux architectes, ont proposé un logement beaucoup plus spacieux, un logement avec beaucoup plus d'adaptabilité et de flexibilité, des espaces extérieurs privatifs et collectifs. Donc une transition intelligente du quartier. Je pense que je vais revenir vers ces projets-là dans le détail, soit dans le débat, soit dans les journées en mois de février dédiées, parce qu'il nous faut du temps, il nous faut au moins 1 heure, 1 heure et demie pour en débattre. Le deuxième, c'est une requalification urbaine. Vous avez reconnu le sanctuaire de monument, le sanctuaire des martyrs. Donc il était aussi, dans le cahier de charge, permis de requalifier les quartiers, parce que je pense que durant les 20 prochaines années, nous allons travailler sûrement sur la requalification de nos logements. Je pense que le monde va aller vers un appauvrissement en matière de ressources naturelles, minières et sous-sol. Donc, à la limite, nous allons donc essayer de nous recycler. Donc, on va essayer de trouver des solutions dans ce qui existe déjà. Et dans ce qui existe déjà, en se promenant déjà à travers les villes et les agglomérations urbaines, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'interstices. Les interstices, c'est les vides entre les bâtiments. Donc ce sont des espaces qui n'ont pas de qualification en matière d'architecture et d'urbanisme. À quoi bon ça sert de laisser un espace entre deux bâtiments, surtout quand ce n'est pas réfléchi? Quand je dis que ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas réfléchi d'une manière urbaine, sociale, architecturale. En réalité, les interstices que vous voyez, les vides entre les bâtiments, c'est réfléchi de manière d'organisation de chantier. C'est pour laisser le passage de grue entre les bâtiments. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, une technicité d'une entreprise est en train de guider un aménagement territorial, ce qui est complètement absurde. Donc, pour des raisons, pour des autres, lorsqu'on aligne un chemin de fer en ligne, parce que les grues donc, sont mobiles, et elles sont mobiles sur un chemin de fer, sur un rail. Si les rails sont de ligne droite, donc vous avez des bâtiments de ligne droite, à droite et à gauche. C'est ce qu'il y a à peu près ce que vous remarquez au niveau des grands ensembles que nous avons construits. Si maintenant je dois passer d'une ligne vers une autre, ben, il me faut un vide, sinon je ne pourrais pas. Ben, alors on laisse un vide. Donc forcément, ce sont des réflexes qui ont assez duré à mon avis, mais c'est bien parce que ces interstices, ces vides, vont nous permettre de requalifier les espaces. Ce sont d'abord des espaces qui ont une valeur, puisque à partir du moment où on construit sur un terrain vague, on le viabilise, donc on amène de l'électricité, l'eau, le gaz, l'assainissement, et on commence à avoir de la vie sociale, donc cet espace prend de la valeur. La valeur, le coût, le terrain, donc il a un coût. Donc on ne peut pas le laisser vide ou là au gré des occupants. On ne peut pas. C'est pour ça que nous avons cette espèce de fauda générale au niveau de nos agglomérations et de nos villes. Ça, je parle des villes et les extensions des agglomérations et surtout les projets de grands ensembles en bâtiments. Je ne parle pas, bien sûr, des petites interventions, de bâtiments ponctuels, de promoteurs immobiliers. Hadouma, ils obéissent à une autre règle, c'est la règle du marché. Donc j'achète, je construis, je vends, je prends mon argent. Effectivement, il y a des études actuellement post-Covid qui parlent que le logement n'est plus un droit, c'est-à-dire ce n'est plus le droit au logement, mais quel est le droit du citoyen par rapport au logement, c'est-à-dire quel est notre droit à nous par rapport au logement qui nous est proposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde construit un logement à titre de profit. Donc quand un promoteur construit, qu'il soit public ou la privé, il conçoit le logement comme étant un élément de profit. Il ne le conçoit pas comme étant un élément de confort pour la société ou pour le citoyen. Donc, si vous voulez, la façon de réfléchir, la façon de prendre en charge le logement doit être différente. Aujourd'hui, les projets mixtes et les projets intégrés ont tant besoin de réussir et de s'implanter, de s'enraciner déjà dans les
esprits. C'est pour ça que je parle, plus tard je parlerai d'urbanisme tactique. Je pense que c'est un mot que vous avez déjà, dû entendre parler. Le dernier cas que j'ai choisi, c'est le projet de logement, parce qu'au niveau de ce concours, voyez-vous, nous avons eu 3 ou 4 sortes d'interventions. Il y a les artefacts. Vous savez ce que ça veut dire un artefact? Ça veut dire c'est une intervention ponctuelle sur un espace ponctuel, une durée ponctuelle pour une épidémie ponctuelle. Donc c'est une solution rapide d'urgence pour régler un problème. Hadoma, je ne les ai pas aujourd'hui, je ne les ai pas intégrés dans la conférence, puisque, encore une fois, le thème est autre, et le logement, mais on en reparlera le mois de février, Inch'Allah. Donc, ça c'est un projet qui a intéressé le jury, car, à leur sens, il a donné toutes les solutions possibles pour régler une épidémie telle que Covid-19. Donc, c'est un projet donc, qui a été imaginé sur un bâtiment neuf, sur une barre, et qui a été requalifié et retransformé en espace beaucoup plus convivial. Il y a une opération particulièrement intéressante à Alger. Je ne sais pas s'il y en a d'autres sur Oran, Sétif, Béjaïa, Biskra, je ne sais pas. En tout cas, sur Alger, il y a une opération qui est très très intéressante. Je vous demanderai de vous y intéresser de près. C'est une opération de requalification urbaine qui a été faite avant la pandémie, qui a été pensée avant la pandémie. C'était dans le cadre de la résorption du logement précaire. Alors, on s'est aperçu sur une cité, la cité on se trouve sur les hauteurs de Bab el-Oued, à Triolet. Actuellement, il y a un téléphérique qui va vers Bouzaréa, pour les gens qui connaissent le... Mais je peux vous laisser les liens après pour vous... Alors, c'est une opération qui est particulièrement intéressante. Pourquoi? Alors, à l'époque, les autorités ont hérité de ce projet-là. Donc, c'est un projet de logement qui a été dessiné dans les années 50, qui était destiné aux indigènes. Puisqu'à l'époque, voyez-vous, les années 50, lors de la guerre de révolution, donc les Français avaient construit 2 types de logements, et je pense que vous l'avez abordé au niveau de l'histoire de l'architecture du logement, notamment en Algérie. Donc il y avait les conforts et les moyens conforts, ou alors les logements pour français, pour européens, ils disaient, et les logements pour indigènes. Les indigènes, c'était donc les Algériens sous occupation. Alors, voyez-vous, les logements qui étaient destinés aux indigènes, donc aux Algériens sous occupation, étaient donc sous-équipés. Il y avait une toilette à l'extérieur pour 3 foyers, donc 3 familles différentes. Il n'y avait pas les moyens donc, de se laver, donc on faisait la queue, et voyez-vous toute la problématique, hein, et toute l'insulte que subissait une famille algérienne en attendant à l'extérieur sa voisine qui sortait de sa toilette. Donc c'est inimaginable pour une société, mais c'était fait exprès. C'est pour ça que gardez en tête que le logement, que dessiner un logement, c'est un acte foncièrement politique dans un premier temps. Mais cache menha, un logement qui se dessine artistiquement. Donc c'est des décisions politiques, c'est des décisions culturelles. C'est comme ça. Donc en tout cas, du moins, si vous étudiez les instruments d'urbanisme de près, le POS, le PDO, le SRAT, le SNAT, tous les schémas directeurs, vous allez voir que c'est des orientations d'abord politiques. Je veux tant de logements pour tant d'habitants, je veux tant d'équipements, je veux tant. Donc c'est des décisions qui sont basées, sur l'assiette foncière disponible, sur l'urgence du nombre. Or qu'aujourd'hui, il y a un 3e élément qui me semble très important, c'est la durabilité. C'est comment je vais vivre dans ces logements et comment je vais vivre dans ces cités. Quelle est l'urgence d'aujourd'hui n'est pas celle de 25 ans. Étant donné qu'une génération, c'est 25 ans, ça veut dire que je devrais logiquement penser à un quartier au moins pour 25 ans. Donc sur 25 ans, sur une génération, donc j'ai la génération qui monte, j'ai la génération qui disparaît, j'ai la génération vieillissante et les demi-vieux qui mahna.
Donc voilà, quand on a un âge entre 40 et 50 ans dans ce pays, on ne sait plus, tu dis je suis jeune et tu dis je suis vieux, non tu es jeune, donc je ne sais plus comment. Donc en Algérie, on a inventé un mot qui est super bien, qui s'appelle demi-vieux. Donc forcément, cette génération-là qui est productive, qui essaye de rendre et de restituer ce qu'elle a appris, comme nous essayons de le faire aujourd'hui, eh ben c'est une génération qui est très active. Et c'est cette génération-là qui est la charnière entre la jeunesse montante et la vieillesse perdante. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut, en tout cas, Ntouma, quand vous allez occuper des postes demain, quand vous êtes installé à votre compte, travailler à la mairie, travailler dans des bureaux, vous avez la responsabilité de loger les gens. Et donc vous avez la responsabilité de loger les gens culturellement, socialement, ainsi de suite. Il ne s'agit pas d'offrir un confort au mètre carré. Gardez à l'esprit ce chiffre, mètre carré, parce que c'est un chiffre que je revendique et que je pense que le logement ne devrait pas être réfléchi uniquement en 2 dimensions. On devrait déjà, dans un premier temps, réfléchir en mètre cube et puis en mètre puissance 4, puissance 5. Donc à chaque fois que j'alimente la problématique avec une inconnue, donc c'est la puissance qui monte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, at-tol fal-ard ne suffit plus pour déterminer un espace. Bon, en tout cas, c'est la façon que je défends. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'occupe un 80 mètres carrés. Je préfère dire que j'occupe un 400 mètres cubes parce que quand j'intègre la 3e dimension, j'intègre la dimension du confort. On va y revenir dans ce qui va suivre. Donc déjà, il faut avoir une révolution en tête pour réfléchir et repenser les logements. Il ne faut pas que aujourd'hui nous restions uniquement sur les réflexes tawa'na, en gardant en tête qu'un logement c'est une surface, c'est une empilation d'étages, c'est vous voulez une empilation aussi de famille ou baisse. Non, ce n'est plus comme ça qu'on règle le problème. D'ailleurs, tous les problèmes sociaux, tous les maux sociaux que nous subissons, ici ou ailleurs, hein, ne sont pas en marge du monde. Je sais très bien que vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et vous voyez que les ghettos, que les quartiers pauvres sont les quartiers les plus touchés par l'épidémie. Sans souci. Donc, effectivement, au fur et à mesure, lors de la création de l'agence en 2004-2005, il m'a été donné de m'occuper de 2 sortes de logements. Je laisserai les équipements pour la prochaine fois. Alors, effectivement, à l'époque, je dois avouer qu'entre 2005 et 2015, ou presque 2018, comme ça, je n'avais pas assez d'épaisseur ni de recul pour me positionner en tant que quelqu'un qui réfléchit, que penser à une problématique. Donc je m'occupais uniquement de ma personne, de mon agence. J'essayais tant bien que mal d'assurer donc la survie de l'agence, les salaires, les charges, enfin. Donc j'étais dans une spirale, on va dire, une spirale continue donc de travail, d'aller chercher le travail, d'aller payer mes salaires, de payer mes impôts, ainsi de suite. Et puis les années passées, et au fil des années, on essayait au moins de donner des logements de qualité. Donc je me suis, durant ma carrière, si je peux estimer cela comme ça, donc entre 2005 et 2020, ça 15 ans de carrière, je me suis beaucoup plus occupé de logements privés que de logements publics. Alors la raison qui me pousse, c'est que lorsque j'essayais d'intégrer les concours d'architecture, donc vous savez très bien que l'accès à la commande, c'est-à-dire comment qu'un architecte trouve du travail, et le trouve par 2 façons. Soit on le contacte directement, donc c'est un gré à gré, donc c'est une connaissance, donc vous connaissez un architecte, vous avez confiance en son travail, donc vous le contactez. Soit c'est un concours, donc c'est un avis d'appel d'offres, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'appel à la concurrence. Donc dans ce cas, il faut effectivement remplir un certain nombre de critères. Alors là aussi, le problème, il est parce que le dessin du logement in fine, c'est-à-dire, la construction du logement tel que nous le voyons, commence déjà par le dessin. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, ou ce que nous habitons aujourd'hui, a été dessiné quelque part. Très bien. Avant qu'il soit dessiné, il a été décidé.
Il y a quelqu'un qui a dit, je veux des logements au niveau de ces quartiers-là. Très bien. Donc, et avant qu'il soit décidé, il a été pressé. Donc, il y a eu une pression quelque part pour qu'on décide de faire du logement. Ça veut dire qu'on n'a rien pour rien. Tout commence par une pression sociale. Mais la pression sociale, on l'a traduit en un programme. Le programme, il est traduit par l'architecte, donc il est dessiné par les autorités, par le CTC, par les organismes de contrôle. Puis, on fait appel à une entreprise, on réalise, et puis les autorités récupèrent donc le logement et le distribuent. C'est le cheminement classique du logement. Est-ce qu'on s'est intéressé au moins à ce que font les gens ailleurs? Les gens ailleurs ne font pas les choses comme ça. Les gens ailleurs ne laissent pas la pression commander le logement. Le logement est un outil d'adaptation sociale. Le logement est un levier économique. Ce n'est pas un mode de règlement de problèmes. Donc, il faut garder en tête que si vous décidez demain d'avoir des politiques urbaines, d'être dans le centre de décision, je vous le souhaite en tout cas, c'est que vous devriez quand même comprendre que vous allez mettre des êtres humains dans un espace. Les êtres humains, ils vont avoir des interactions, donc il va y avoir de la mobilité, il va y avoir des réflexes. À ce moment-là, vous avez décidé de leur avenir, qu'il soit bien ou pas, en quelque part. En réalité, si vous décidez de dessiner les logements tels qu'ils sont programmés, ben c'est une génération presque de criminels que vous allez avoir. C'est pour ça que, entre guillemets, j'ai toujours refusé de participer au concours dit public, étatique. Donc je ne participe pas du tout à ces concours-là, ni l'OPGI, ni le MPI, ni l'ADL, je n'ai aucun logement à mon actif parce que je juge que, les conditions de dessin, de commande ne sont pas réunies, les conditions de jury qui va juger quoi ne sont pas réunies, donc il ne s'agit pas d'être commerçant, il s'agit d'être sensible. Voyez-vous, dans ce monde, il y a deux types d'architectes. Il y a les sensibles et les commerçants. À vous de choisir dans quel camp vous devez vous mettre. Vous pouvez aussi bien être très bon en architecte et très bon commerçant, c'est-à-dire que vous raisonnez TVA, vous êtes là, vous êtes une machine à imprimer, vous travaillez. Donc, pour le citoyen lambda, vous êtes un bon architecte parce que finalement, ben, vous avez une voiture, vous avez un logement, vous êtes marié, des enfants, vous avez une situation confortable. Je ne pense pas que ça soit ça, un véritable architecte. Parce qu'un architecte, c'est d'abord, avant qu'il soit ce qu'il est, c'est un agent social. C'est-à-dire qu'il doit être au moins muni d'une sensibilité. D'ailleurs, j'en suis sûr, quand vous faites vos recherches, je ne sais plus si vous les faites sur les livres ou là, beaucoup plus sur Internet, peut-être sur Internet, sur Archidaily, sur les Pinterest, Parce que quand vous voyez donc, les projets qui défilent, essayez de regarder les textes et de les lire. Vous allez trouver que les architectes sont extrêmement sensibles, soit par le site, soit par la situation familiale, soit par un détail quelque part. Donc, on ne dessine et on ne produit pas le logement si on n'est pas sensible. En réalité, je développe une théorie, c'est que nous dessinons ce que nous sommes. Quand on est bon en dessin. Quand on est mauvais, on dessine de mauvaises choses. C'est comme ça que je le prends. Parce que je pense que commander la main pour dessiner, ou la souris d'ailleurs, ça se commande déjà par un état d'esprit. C'est comment je réfléchis, comment je dessine à partir d'une feuille blanche. Est-ce que je règle le problème d'une manière géométrique et mathématique, comme je l'ai déjà précédemment dit? J'ai besoin de 80 mètres carrés, 12 mètres carrés pour la chambre, 9 mètres carrés pour la cuisine, 7 mètres carrés pour la salle. Est-ce que je raisonne comme ça, d'une manière mécanique, c'est-à-dire je deviens comme un ordinateur, donc un langage binaire, 1, 0. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Mais le gris, je n'intègre pas le gris, faire la Sega. C'est ou comme ça, sinon je bug. Ou bien, je suis sensible, je transforme ces mètres carrés en des espaces. Je commence à essayer d'intégrer cette notion de spatialité. Et la notion de spatialité ne s'acquiert pas comme ça. Elle s'acquiert d'abord par la sensibilité, par la recherche, elle s'acquiert aussi par l'expérience. C'est-à-dire, au fur et à mesure
qu'on fait des projets et on s'améliore. À juste titre, pour ma part, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie professionnelle, énormément. J'ai vraiment fait beaucoup de choses, mais je ne regrette pas parce que je ne les ai pas fait exprès, ni sciemment. J'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé d'apporter des solutions. Chaque projet que je dessinais et que je proposais à mon client, j'essayais de lui donner une identité. Ça ne plaît pas à tout le monde. Croyez-moi, même les clients privés, ça ne leur plaît pas parce que tout le monde me dit « Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi toujours tu nous fais chier avec ça? Pourquoi il faut que tu ramènes ça? Pourquoi il faut que tu rajoutes un autre matériau? Pourquoi tu fais une recherche? J'arrive pas à faire ça. » Donc, tout le monde me dit au départ « Fais comme tes collègues, fais comme tes confrères. Ils sont bons, non ?» Je dis « Oui, mais ils sont bons à leur niveau, de leur manière de faire. Ma manière de faire est différente. » Je vais m'attarder maintenant sur ce projet-là que vous voyez. C'est un projet que j'ai dessiné en 4 ans. Et avec le temps, on a été rattrapé par la crise. C'est pour cette raison qu'il est intéressant ce projet, parce que je l'avais réfléchi d'une manière. La crise sanitaire, les chantiers se sont arrêtés, enfin les problèmes ont commencé à surgir. J'ai commencé à réfléchir sur l'espace lui-même, c'est-à-dire du logement. Mais qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer ce logement-là? Effectivement, sur l'image que vous voyez en haut à droite, c'est l'image qui a été dessinée en post-Covid. Celle qui a été dessinée avant ne ressemble pas à cela. Je fais une proposition au promoteur en disant, et si on donne la possibilité au logement d'avoir plus de balcons et plus de terrasses. Voyez-vous, il y a une grosse problématique dans ce pays et partout dans le monde. C'est lorsqu'on construit un logement pour abriter les gens, il y a des calculs. C'est presque de la discrimination raciale. Un calcul d'un mètre carré abrite, chauffé, climatisé, n'est pas le même calcul d'un mètre carré en terrasse. On considère que la terrasse, c'est presque des mètres carrés perdus parce que les gens n'en ont pas réellement besoin. À juste titre, les promoteurs défendent la chose suivante en disant que lorsqu'on dessine des balcons et des terrasses, de toute façon, les gens les ferment, les condamnent. Et donc, ça devient des espaces intérieurs. Vous avez vu ce qui se passe sur les logements. Donc ce phénomène social de mettre des baies vitrées en aluminium, PVC, ou je sais pas, ou là de mettre de la brique carrément pour gagner sur l'espace. Ma façon de voir, c'est que si l'occupant du logement le fait, c'est qu'il n'est pas à l'aise dans son logement. C'est pas normal. C'est pas possible que quelqu'un refuse l'accès à la lumière naturelle. C'est pas normal que quelqu'un refuse l'accès à la vue sur une terrasse ou sur un balcon. Il y a 2 ou 3 possibilités. La première, c'est que lorsque je mets un balcon en face d'un autre, et donc j'ai un problème social, ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser. Si je mets un balcon trop petit, donc c'est aussi un problème social, ou une terrasse d'ailleurs, donc c'est un problème de surface, donc je ne peux pas l'utiliser, donc autant l'intégrer en tant que buanderie, en tant que... Et le troisième, qui est le plus... c'est que je ne l'ai pas du tout réfléchi. C'est-à-dire que je l'ai mis pour faire joli. Et ça, c'est encore plus dangereux. Ça veut dire que je me débarrasse d'un problème foncièrement lié à la conception, où je le lègue en dernier lieu pour avoir un résultat de façade, ce qui s'appelle le courant de façadisme. Actuellement, et durant le siècle à venir, je pense que nous allons être sur une époque d'architecture hygiéniste. Donc nous allons revenir vers des réflexes beaucoup plus hygiéniques, sur la façon de consulter et construire et concevoir nos espaces de vie. Ça veut dire que nous voudrions avoir plus de lumière naturelle, plus de ventilation, accès à des énergies propres, ainsi de suite. Prise en charge des PMR et surtout les épidémies. C'est-à-dire qu'il nous faudra maintenant des espaces d'isolement, des espaces dans lesquels nous pourrions donc soigner nos enfants, nos familles, tout en étant à l'écart et tout en étant en relation avec la famille.
Parce que sur les études qui nous ont précédés, il y a toujours eu un problème d'espace communautaire. Où est-ce que je mets mon espace communautaire? Où est-ce que je fête mes fêtes religieuses? Où est-ce que je fête mes mariages? Où est-ce que je vais lorsque je suis dans un logement et que je n'ai rien à faire et que j'ai envie de prendre l'air? Ce sont des problèmes qui sont extrêmement sensibles et qu'il faut, à la limite, c'est pour ça que je donne donc une des solutions qui a été donc proposée aux promoteurs, c'est de libérer ces espaces qui étaient prévus en briques, c'est de les libérer et d'en faire des balcons saillants. Et à ce moment-là, avoir la possibilité donc de garder cet aspect de balcon extérieur. Et l'idée a été trouvée de faire un espèce de moucharabier. Ce moucharabier va donc nous permettre donc de glisser au niveau de la façade, ce qui va donner une dynamique à cette façade. Donc imaginez-vous que vous ayez des volets roulants coulissants et que chaque famille dispose de 3 volets roulants, et donc à ce moment-là, pardon, des volets coulissants, et à ce moment-là, quand on les coulisse, ça donne des combinaisons à l'infini. Imaginez-vous le chiffre, j'ai 12 étages et 4 logements, donc c'est 4 puissance 12 de possibilités de réaménager la façade jour après jour, heure après heure. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne... et ça ressemblerait à une espèce de feuillage d'arbre. C'est comme si que je regardais un arbre qui était en train de bouger. C'est exactement la même chose que j'ai imaginé. Donc à ce moment-là, pour garder cette intimité, nous avions à l'époque proposé aux promoteurs de mettre des coulissants qui permettent d'intimiser, si vous voulez, les balcons et de les ouvrir en cas de besoin. Sachant que chaque propriétaire avait sa propre combinaison. Parce que je disposais d'un balcon qui était long de 3 ou 4 mètres sur 3 panneaux, donc je pouvais les mettre les 3 à gauche, les 3 à droite, 1 au milieu, 2 à gauche. Imaginez le nombre, c'est 4 puissance 12 puissance 3, parce qu'il y a 3 panneaux. Et donc chaque panneau a une combinaison particulière. Ça veut dire que je me retrouve à des milliards de combinaisons, et je peux donc me mettre en face de ce bâtiment et retrouver une façade quotidiennement. C'est-à-dire que c'est une façade qui est tactile et qui n'est pas inerte et morte. Donc le propriétaire, évidemment, a été séduit par cette idée, mais il a posé un gros problème en disant si je mets des balcons, je perds des surfaces habitables. Donc il fallait trouver des solutions intermédiaires. Bon, les solutions intermédiaires, c'est de fermer en vitrage, c'est de laisser. En tout cas, ça fait l'objet de beaucoup de... Nous n'avons pas encore réglé le problème à ce jour, pour vous dire. C'est-à-dire que j'essaye de me battre pour garder cet aspect, cette réflexion, mais le promoteur est rattrapé par la réalité du marché, qu'il faut vendre, il faut qu'il gagne. C'est pour ça que je dis, les promoteurs ne pensent pas au logement, mais pensent à ce que génère le logement comme profit. C'est ça la différence. Bon, mais même si je fais un très bon logement, un logement confortable, ouais, il dit je fais un logement que je vends combien? C'est une grande différence. À l'époque, ça c'est un projet que j'ai dessiné en 2008 et que j'avais proposé au même promoteur d'ailleurs de laisser, vous voyez donc le nombre de balcons que j'avais, alors qu'en voyant cette image, en voyant le soleil qui tape, donc j'avais décidé. Mais à l'époque, le promoteur m'a donné deux conditions. Bien sûr, une, quand j'avais décidé de laisser cet espace commun pour au moins les fêtes religieuses, le mouton, le moulot, enfin un espace convivial, et bien aujourd'hui je suis content parce qu'il sert cet espace qu'on a laissé et qui devait être construit et vendu. Hein. Aujourd'hui les occupants l'utilisent pour jouer, enfin leurs enfants y mettent. Actuellement mon bureau est dans cet immeuble, donc j'ai la possibilité de voir comment ça évolue. La deuxième condition, c'est que oui pour les balcons, mais il faut trouver une solution pour que personne ne les condamne et qu'ils en mettent des... Donc c'était un travail géométrique incroyable de réflexion pour ne pas laisser la possibilité aux gens donc de les obstruer. Mais finalement, ce que j'essayais de faire d'une manière arbitraire, les gens ne l'ont pas fait parce que les gens ont jugé que les logements étaient assez confortables. Donc il y avait assez d'espace. Ce n'est pas un problème donc l'espace c'est dans la tête. Bien que les chambres étaient petites, croyez-moi,
Les chambres faisaient 11 mètres carrés, 12 mètres carrés. Mais l'agencement du logement, la façon dont nous avons réfléchi le soleil, donc nous avons orienté toutes les cuisines et les séjours du côté sud, et nous avons donc reculé pratiquement de 7 mètres ou de 8 mètres. Donc la première cloison après celle de la façade était à 7 mètres, ce qui a donné une impression terrible d'espace. C'est pour ça que les gens n'ont pas touché à la façade, parce que je suis convaincu que s'ils voulaient, ils pouvaient condamner les balcons. Mais si aujourd'hui le bâtiment est resté comme ça veut dire que dans la tête des gens, ils s'y sentent bien. Et donc je pense que c'est ça, in fine, le résultat d'un architecte, c'est de comment penser un espace pour qu'il soit le moins transformable possible de la manière négative. Je ne parle pas de la flexibilité, je parle d'une transformation nuisante. Je ne parle pas de la flexibilité, c'est deux choses complètement. La flexibilité est une transformation positive, d'accord? Durant votre carrière, vous aurez à faire des bâtiments bizarres, des bâtiments qui m'aident. Ces bâtiments, à mon avis, qui sont bizarres parce que c'est des bâtiments qui doivent abriter 3 ou 4 fonctions en même temps. Et ça, c'est la spécialité des Algériens. Donc, ils veulent un hangar au rez-de-chaussée au sous-sol, ils veulent une banque au premier étage, un commerce à l'étage intermédiaire, des logements pour ça, des enfants à côté des logements qu'on doit louer pour gagner ça. Enfin, c'est un programme donc, que j'appelle les programmes champignons. Donc ça commence par une demande, ça finit par un arbre donc de programme. Donc à toi de trouver en tant qu'architecte les combinaisons et surtout à toi de trouver le volume idéal parce que effectivement lorsqu'on est sur une agence commerciale, ce n'est pas les mêmes types, c'est pas le même langage de façade que lorsqu'on est sur un logement. C'est pas la même chose. Alors imaginez-vous un bâtiment avec 3 ou 4 fonctions et que les fonctions Hadoma sont mises en exergue, sont mises en compétition et que vous devez dessiner un projet cohérent. Donc c'est toute une... Si j'ai un conseil à vous donner, c'est maintenir le cap, c'est-à-dire être convaincu de ce que vous valez et 2, être dans une architecture minimaliste, c'est-à-dire respecter. Il faut ouvrir là où il faut cacher là où il faut. Si j'ouvre à l'ouest et que j'ai du soleil qui tape, je dois protéger, je le fais. C'est-à-dire qu'il faut éviter en architecture tout adjectif qui lui colle. Parce que tout ce que vous ajoutez à l'architecture la dégrade systématiquement. D'accord? Donc il faut être très très simple dans sa façon de voir les choses et d'avoir. Ici, à juste titre, si j'ai choisi l'arrondi, c'est parce que je voulais traiter l'angle, tout simplement, c'est un angle urbain. Si j'ai choisi cet encadrement, c'est pour cacher en bas cette grosse ouverture qui sert à un showroom, parce que c'est un showroom, et qu'après j'encadre un deuxième encadrement, c'est pour le logement. Je pense que vous l'avez compris. Donc effectivement, il est très compliqué de travailler sur ce genre de... Vous aurez à faire aussi ce type de logement, c'est une transformation d'un loft. Donc là, c'est un projet à Alger, à Albiar. C'était une unité de production de clous, Msamar. Et donc, à la limite, le propriétaire a été séduit par le volume et nous a demandé de réfléchir sur le... Je pense que je vais y revenir aussi dans le détail lors des questions ou lors des débats. En tout cas, le travail était... Donc, vous voyez ici la première, les photos de chantier. Donc, l'état lorsqu'on a pris en charge le chantier et puis quelques espaces qu'on a réalisés à l'intérieur. C'est un résultat assez sympathique. Mais ça, j'en ai fait un en 20 ans. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui... Alors, encore un programme problématique. Oui, je transforme un immeuble d'habitation en immeuble de bureau. Donc, c'est la mode des années 2000 à 2015. Donc, les grosses compagnies pétrolières, énergétiques, donc ont assailli l'Algérie et ils avaient besoin de sièges sociaux. Donc, tous les promoteurs ont décidé de transformer leurs bâtiments en espèces de bâtiments qui destinés au logement, en espèces d'immeubles de bureaux. Si j'ai donné cet exemple, c'est pas parce que c'est un des meilleurs ou le meilleur, je ne pense pas du tout. Si j'ai donné, c'est parce que effectivement le logement offre cette flexibilité d'espace
qui peut donc donner un aménagement sur d'autres espaces qui peuvent être intéressants. Donc pourquoi pas en faire, dans le cadre de la pandémie, des salles de soins intégrées au niveau des immeubles pour permettre le soin et la prise en charge rapide des cas sociaux. Vous aurez aussi à faire des maisons individuelles. J'allais dire, c'est presque 80% de votre marché, c'est les maisons individuelles. Donc, parce que les maisons individuelles sont un vecteur de confiance entre les gens. En général, quand quelqu'un vous confie sa maison individuelle, c'est qu'il vous confie sa vie, sa famille. Donc, c'est quelqu'un qui va habiter dans une maison, donc il va investir donc tout ce qu'il a comme argent pour donc se mettre à l'écart, à l'abri. Et donc, vous avez cette responsabilité de travailler sur ces... alors, pour ma part, c'est une maison qui a été dessinée en collaboration avec deux architectes, l'un étranger et un local, un décorateur. Donc, c'est toute une équipe qui a travaillé sur ce projet-là et qui aujourd'hui est occupée par les propriétaires. Malheureusement, je n'ai pas accès aujourd'hui à cette maison puisque la famille habite pour donner quelques photos d'intérieur. Un des derniers projets que j'ai réalisé et qui se fait dans la wilaya d'Oran. Alors ce projet, je l'ai appelé immeuble cubique parce que il y a tellement de contraintes dans ce lotissement. Donc, on a une seule façade, 3 mitoyennetés, une orientation ouest. Et donc, il fallait trouver cette idée, et encore pour mettre 2 appartements, un 3e au-dessus et un au rez-de-chaussée. Donc, 4 appartements sur une surface de 150 mètres carrés. Donc, la première des choses à laquelle j'ai réfléchi, c'est mais comment faire pour avoir des espaces assez séduisants, parce que sur 150 mètres carrés, et si je compte les reculs nécessaires pour ouvrir une façade à l'arrière, je me retrouve facilement à 100 mètres carrés, 90 mètres carrés. Hein. Donc je décide de ne plus réfléchir en mètres carrés, et je décide de réfléchir en mètres cubes. C'est une des premières réalisations où je me dis je vais augmenter les hauteurs de plafond pour donner plus d'impression. C'est en train de fonctionner, c'est-à-dire à ce moment les résultats sont assez sympathiques parce que en ajoutant cette hauteur habituelle de 3,06 m ou 3,20 m et en élevant à 3,60 m, on s'est retrouvé avec des espaces où on pouvait avoir des petits décalages, des petites marches, même si l'espace est petit et réduit, mais il est cosy, ça veut dire que l'espace est sympathique. Ça a donné quand même je vous donnerai la suite une fois que j'aurai fini ce projet-là. Ça aussi, c'est une transformation. Dommage, je n'ai pas la photo d'avant. Ben, c'est une maison que nous avons transformée de A à Z, qui se trouve au niveau des bains romains. Ça aussi, vous aurez à le faire. Donc, le logement individuel, vous n'aurez pas à faire que du logement individuel neuf, mais vous aurez à faire des logements individuels en réhabilitation, donc en changement de programme. Alors, il y a deux possibilités. Donc, à vous de prendre le choix. Soit vous démolissez, donc c'est la table rase, et donc vous reconstruisez, donc soit vous vous adaptez, c'est-à-dire vous prenez le bâtiment existant et vous le transformez. Ça a été fait dans le cas suivant. Alors, ça c'est une maison individuelle, c'est pratiquement une des premières maisons que j'ai dessinées dans ma carrière. Ça c'est une photo qui date peut-être de 3 ou 4 ans, j'ai refait un passage là-bas, pour voir comment ça a évolué. Je suis agréablement surpris que la maison tienne encore la route, parce qu'elle a peut-être 10 ans ou 11 ans d'âge. Et vous remarquez que, puisqu'il y a une vue sur mer ici, donc nous avions exagéré, vraiment exagéré dans la façon de faire, de mettre la façade. Aujourd'hui, je suis content parce que le propriétaire a pu donc vivre son confinement tranquille, parce qu'il avait assez d'espace. Mais là, même sur les articles, puisque je vais vous laisser la conférence, vous avez il est disponible, il est enregistré, il faut récupérer les textes que j'ai écrits. Vous savez que la plupart des sociologues parlent de pauvres et de riches. Donc les riches ont mieux vécu l'isolement parce qu'ils avaient les moyens. Les pauvres, eux, n'ont pas bien vécu l'isolement parce qu'ils n'en avaient pas les moyens.
n'avaient pas accès à la terrasse, n'avaient pas accès au soleil, n'avaient pas accès à l'isolement. Quand ils étaient malades, donc ils devaient évacuer, alors que là, quand on est riche et quand on a de l'espace, donc on avait la possibilité de s'octroyer un niveau, pratiquement, où tout le monde pouvait être en sécurité. Donc et l'isolement a créé d'autres problèmes sociaux. Ces problèmes liés à la schizophrénie, à la solitude. Parce que quand on isole quelqu'un pendant 15 jours entre 4 murs et qu'on le traite comme un malade, forcément il devient encore plus malade. Ça, c'est les résultats qui ont été donnés par les scientifiques qui ont suivi de près les cas de Covid qui ont heureusement et fort heureusement guéri. Donc ceux qui sont revenus de la maladie ont très mal vécu les 15 jours ou les 3 semaines de confinement. Tout ça parce que les espaces n'étaient pas adaptés. Donc, un des projets que j'ai réalisé en 2013, il s'agit de 8 pavillons. À ce moment-là, je me suis inspiré un peu de Pouillon, à la cité de Diyar al-Mahsoul, où je trouve cet architecte assez sensible en matière de logement et de l'organisation spatiale. Donc vous allez voir que ces espaces-là ont été donc défendus de la manière où il fallait avoir un espace extérieur propre et privatif à la maison. Donc ça ne se voit pas que ces 8 maisons individuelles, c'est fait exprès, c'est-à-dire nous avons dessiné une espèce d'unité, les unes collées aux autres, avec des balcons filants par certains endroits, avec des terrasses en haut, justement pour permettre aux gens d'avoir un accès sur le jardin arrière, et surtout, en choisissant les bonnes orientations. Parce que j'avais la possibilité, vu le terrain, de m'implanter d'une manière ou d'une autre, donc j'ai choisi la manière la plus défavorable pour l'architecte. Parce qu'il fallait plus d'études pour le faire, mais j'ai jugé que pour le soleil qu'il y avait, pour l'éloignement, et là vous voyez la clarté que j'ai, c'est-à-dire que j'ai une façade et la deuxième qui sont éclairées le matin, et l'arrière aussi. Donc je trouve que le soleil est très... donc ce sont des choses qui sont très importantes à garder en tête. Donc, ce sont là les 3 derniers projets sur lesquels j'ai travaillé, et les réflexions ont été menées sur les post-Covid. Donc vous avez un immeuble collectif, un immeuble semi-collectif et une bâtisse individuelle. Donc ce sont et vous voyez qu'on donne beaucoup d'importance à l'espace extérieur, parce qu'effectivement, ce sont là les choses, à mon avis, qui sont les plus importantes. Gardez à l'esprit que lorsque vous êtes architecte, vous êtes d'abord un être humain, un agent social. Je pense qu'il faille dessiner pour les êtres vivants et non pas pour les êtres humains. D'ailleurs, j'ai un article qui parle de cela. Pour moi, un être vivant, c'est un animal, c'est la verdure, c'est l'arbre, et puis c'est l'homme. Nous dessinons pour ces 3 éléments. Nous ne dessinons pas uniquement pour l'être humain. Donc quand je dessine, plus tard je vous parlerai d'un projet qui m'a vraiment impressionné, où j'avais remarqué qu'il y avait des cigognes qui s'installaient. Et j'ai eu l'idée de leur laisser une niche pour mettre le nid de cigogne. Au départ, le propriétaire était contre, mais aujourd'hui, le propriétaire ne peut pas s'empêcher de voir les cigognes venir chez lui. Donc, quand vous avez cette possibilité d'inviter la nature, d'inviter les animaux, faites-le. Parce que quand un chat se met à l'aise sur une terrasse théacoum, même si ce n'est pas le vôtre, même si ce n'est pas votre chat, ça veut dire qu'ils se sont à l'aise. Donc il faut le laisser. Quand vous voyez un oiseau ou un pigeon venir s'installer sur un porte-à-faux que vous avez dessiné pour faire de l'ombre, mais qu'il sert encore à autre chose, faites-le, laissez-le. Donc c'est ça aussi être architecte, c'est d'être un agent social, c'est d'être un agent écologique. Je vous remercie pour cette attention. J'espère que je n'ai pas trop tardé. En tout cas, vous avez donc la latitude de poser les questions. Je reviens juste sur les premières diapos pour réaborder Ceci étant, est-ce que j'ai encore le temps? Il est 10h30. Je peux donc vous donner quelques diapos sur le concours Théacovid. C'est à vous de voir. Hein. Moi, je n'interfère pas. C'est à vous de voir.
Parce que j'ai une deuxième diapo qui parle du concours proprement dit. Ou là, j'ouvre le débat si vous voulez. Non? Yallah.